Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle je vais vous parler pour une fois du futur. Alors vous savez, je parle jamais de prédiction pour le futur parce que je pense qu'on ne peut pas prédire le futur. Mais ça m'empêche pas, malgré tout, de faire des scénarios, d'imaginer ce qui peut se passer. Donc j'ai souvent plusieurs scénarios auxquels j'assigne plus ou moins des probabilités. Et je vais vous parler aujourd'hui de mon scénario le plus pessimiste. Pourquoi ? Tout simplement parce que les marchés financiers, depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, ont tendance à regarder un peu plus les bonnes nouvelles que les mauvaises. Donc je trouve ça intéressant d'être contrariant et de passer un petit peu de temps sur mon scénario le plus pessimiste, mais qui, attention, n'est pas le scénario qui pour moi est le plus probable. Car la question à $1 million, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'économie américaine va réussir son soft landing, son atterrissage en douceur ? Parce qu'à chaque fois que la Fed combat l'inflation en montant les taux, on espère avoir un atterrissage en douceur, c'est-à-dire que l'économie va passer d'un état de surchauffe avec de l'inflation à un état stable sans passer par la case récession. Alors d'où pourrait venir le problème ? Toujours du même endroit, en tout cas d'un endroit qui démarre la plupart des crises en finance, c'est-à-dire du crédit, de la dette. Mais la question qu'on peut se poser, c'est de quelle partie de l'économie viendrait ce problème du crédit, puisqu'on sait qu'en 2008, c'est venu de l'immobilier et ça a fait une contagion en fait au niveau des banques et du secteur financier. On peut se poser la question d'où peut venir l'étincelle et qu'est-ce qui pourrait être touché dans l'économie d'aujourd'hui ? Eh bien, l'économie américaine aujourd'hui a un problème. Parce que d'un côté, ces entreprises essayent d'avoir les marges les plus importantes possibles, c'est le jeu, et les marges des entreprises sont excellentes en ce moment et depuis plusieurs années, même historiquement élevées, autour de 12%. Alors si vous m'écoutez en podcast et que vous n'avez pas les graphiques, pour vous décrire ça, les marges sont en progression constante depuis 1994. Alors on voit sur le graphique un creux à chaque crise, on voit un creux en 2001, en 2008, en 2020, mais pour vous donner une idée, les marges dans les années 90 étaient plutôt autour de 6-7%, dans les années 2000 plutôt autour de 9%, dans les années 2010 autour de 10% et aujourd'hui autour de 12%. Alors passer de 9 à 10 à 12, ça peut paraître faible, mais au niveau d'une marge d'une entreprise, c'est énorme. Donc si on compare aux années 90, on peut dire que globalement les marges ont doublé. Alors vous pouvez me dire, mais où est le problème ? En fait, c'est très bien pour les entreprises d'avoir des marges qui augmentent. Oui, c'est bien de vendre plus de produits et de services et d'avoir une meilleure marge, mais si les salaires n'augmentent pas, parce qu'il ne faut pas se leurrer, pourquoi les marges sont élevées, c'est aussi parce que les salaires n'augmentent pas, ou en tout cas moins vite que les ventes des entreprises, normalement, il y a un moment où ça va coincer. Parce qu'une seule société ou un secteur augmente ses marges, on comprend. Mais si ce sont les marges de l'ensemble des sociétés qui augmentent et qui doublent en 30 ans, je viens de vous le dire, c'est justement que les salaires sont maintenus sous pression. Donc on peut se dire d'où vient l'argent alors, puisque les salaires sont maintenus sous pression, mais les entreprises continuent à vendre énormément de biens et de services et de faire de grosses marges. Et la variable qui manque, c'est bien sûr la dette. Les particuliers s'endettent pour acheter des maisons et des voitures, les entreprises s'endettent pour investir et les États s'endettent pour se financer. Parce que c'est ça qui les trois consommateurs dont on parle, c'est ça, c'est les particuliers, les ménages, ce sont les entreprises et c'est l'État. Et cette situation, donc avec des marges des entreprises qui progressent notamment grâce à l'endettement, ça fait 30 ans que ça dure et 10 ans que c'est particulièrement facile grâce à l'afflux de liquidités des banques centrales. Et on comprend bien ce qui se passe quand on regarde la répartition du PIB américain qui est donc plutôt en faveur des entreprises actuellement. La part du profit des entreprises dans le PIB, elle est au plus haut depuis la Seconde Guerre mondiale, environ 11%. Et encore, je dis depuis la Seconde Guerre mondiale, mais c'est que j'ai pas les données avant. Si on regarde maintenant la part des salaires, la part des salaires, elle, est historiquement basse depuis la crise de 2008. Et on peut se poser la question, combien de temps peut tenir un système où les gens qui produisent gagnent de plus en plus, mais où les consommateurs finaux ont des salaires qui stagnent. Alors, à nouveau, il n'y a pas que les salariés qui sont des consommateurs finaux, on en reparlera un petit peu après. Mais en tout cas, on peut se poser la question, et la réponse, comme je vous le disais, vient du crédit. Donc on se dit, il y a peut-être un moment où il faut qu'on regarde à quel point on est endetté et qui est endetté. Alors quand on parle de crédit, on parle souvent du cycle de crédit et on parle souvent de l'économiste Hyman Minsky qui a beaucoup étudié ces cycles. Alors c'est un économiste post-keynésien, donc très interventionniste, plus que les néo-keynésiens dont j'ai parlé dans une vidéo précédente sur les banquiers centraux. L'idée générale de Minsky, c'est que quand tout va bien et que l'économie est stable, les intervenants vont prendre confiance et penser qu'il est sage d'utiliser l'effet de levier et de financer de plus en plus grâce à la dette parce qu'ils regardent le passé récent et ils voient que tout se passe bien et ils ont oublié ce que c'est qu'une crise de crédit. On part donc d'un état stable où
Obtenir un crédit est difficile, où les investisseurs préfèrent les actifs sans risque, et où les revenus permettent de payer à la fois les intérêts et l'amortissement du crédit. Ensuite, on passe dans une phase plus spéculative. Obtenir un crédit est plus facile, le prix des actifs augmente, et les revenus permettent de payer les intérêts, mais pas l'amortissement du capital. Et puis enfin, on passe dans une troisième phase, une phase de type système de Ponzi, où la dette est très élevée, les investisseurs prennent énormément de risques, et les revenus ne permettent même plus de payer les intérêts. On va donc avoir tendance à réemprunter pour rembourser ses prêts. Et on arrive finalement dans la quatrième et dernière phase, quand le château de cartes s'écroule, qu'on appelle, dans cette théorie, un Minsky moment. On est donc très loin de l'atterrissage en douceur, c'est pour ça que je vous parle de scénario pessimiste. Donc, ce qu'il faut se poser comme question maintenant, c'est, a-t-on un problème de dette? Et si oui, qui dans l'économie a un problème de dette? Si on regarde la dette totale américaine, on est à un plus haut. Bon, ça, on s'en serait douté, mais il ne faut pas juste regarder le chiffre de manière absolue, il faut le regarder de manière relative, donc il faut comparer ça au PIB. Et là, on voit un truc intéressant. On est à peu près au niveau de 2008, en termes de dette par rapport au PIB. Mais la composition de la dette n'a rien à voir. En 2008, la crise est venue de la dette financière, notamment des dettes des banques, je vous ai expliqué, c'est passé par l'immobilier et ça a contaminé tout le système bancaire. Mais depuis 2008, cette dette financière a énormément diminué parce que le secteur a été énormément réglementé. Donc ce côté-là, enfin le côté financier, n'est pas trop endetté, en tout cas beaucoup moins qu'il l'a été à une certaine époque. Si on regarde maintenant la dette non financière, c'est elle qui a explosé, et notamment à cause du Covid, même si elle rebaisse un petit peu depuis. Donc c'est là où on se fait un peu peur. Alors on va analyser ça un peu plus en détail. Pourquoi la dette du secteur non financier a explosé et surtout qui s'est endetté? Parce qu'il y a 3 grands groupes dans le secteur non financier. Il y a les ménages, il y a les entreprises et il y a l'État. Et d'après vous, quels sont les acteurs qui sont surendettés et ceux qui ne le sont pas? On peut commencer par les ménages. Eh bien non, on est très loin des niveaux de 2008. Les ménages américains s'étaient énormément endettés, notamment du point de vue immobilier en 2008. Et là, on est retombé, pour vous donner une idée, à peu près au niveau de 2003 pour l'endettement des ménages américains. Ensuite, les entreprises. Oui, effectivement, on est sur des plus hauts en termes de dette par rapport au PIB, mais en fait, celui qui explose les compteurs, c'est l'État américain qui est vraiment extrêmement endetté depuis la crise du Covid. Alors quand je me pose la question de savoir si l'explosion du château de cartes, ce fameux Minsky moment, est un scénario possible ou probable, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Du côté négatif, on va dire, il y a effectivement le fait que, si vous vous souvenez de l'année 2021, donc avant qu'on ait comme ça cet échauffement flagrant de l'économie, de l'inflation, etc., oui, il y avait plusieurs signes de spéculation, en fait, qu'on était dans cette phase de finance spéculative. Vous vous souvenez probablement de toutes ces entreprises de tech non rentables qui avaient des valorisations extrêmement élevées, avec le fonds ARK de Cathie Wood. On avait les traders Robinhood qui faisaient des paris pas possibles à effet de levier, etc. On a eu la mode des SPAC aussi qui était revenue. Donc, on voyait un peu cette finance spéculative à l'œuvre. Maintenant, il y a quand même des choses qui sont très loin d'une crise du crédit traditionnelle. On l'a vu, l'endettement des ménages est plutôt maîtrisé, en tout cas bien moins élevé qu'en 2008. Même chose pour le secteur financier. Secteur financier qui fait toujours peur. À chaque fois qu'on pense crédit, on pense secteur financier, mais là en tout cas c'est vraiment pas le secteur qui est le plus à risque. Et on a effectivement des pans de l'économie, notamment du côté des entreprises, qui peuvent avoir des problèmes de dette. Et moi, un secteur qui me fait un petit peu peur, enfin c'est pas vraiment un secteur, mais un pan de la finance qui me fait peur, c'est le private equity. Et on peut avoir comme ça des poches qui se retrouvent avec des problèmes de crédit et une explosion des valorisations qu'on commence un petit peu à voir sur le private equity. Mais ensuite on l'a vu, l'acteur aux États-Unis et ailleurs d'ailleurs, qui est extrêmement endetté, c'est l'État. Alors le fait que les États soient trop endettés, que ce soit les États américains ou les États européens ou autres, la plupart des États de la planète, ça pose plein de problèmes, qu'on soit bien d'accord. Ça pose des problèmes de fiscalité, on se doute qu'ils vont aller augmenter les impôts pour renflouer les caisses. Ça pose des problèmes de valeur de la monnaie, parce que la valeur de la monnaie est quand même très liée au budget et notamment au déficit et à la dette des États, donc ça pose plein de soucis. Mais d'un point de vue soft landing ou non, d'un point de vue est-ce qu'il va y avoir des faillites, est-ce que le crédit va être un problème, finalement l'État il a beaucoup moins de chances de faire faillite que si c'était des ménages ou bien des entreprises. Donc le fait que ce soit les entreprises dans une moindre mesure, mais surtout l'État, pour moi l'étincelle qui peut mettre le feu et faire un enchaînement comme ça de crise du crédit à un effondrement du château de cartes, mais il est moins plausible. Donc c'est pour ça que j'assigne une faible probabilité à
à ce scénario, et je serais plutôt sur des scénarios soit de soft landing, soit de faible récession plutôt que ce scénario pessimiste. Mais je trouve malgré tout toujours intéressant de penser au pire, et ce qui permet en fait surtout de surveiller les bons indicateurs. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir quel pan de l'économie, je parle des entreprises, va être mise à mal, et surtout de regarder bien sûr les taux de défaut des entreprises, et puis regarder comment les États vont faire pour se sortir de cette spirale de la dette dans laquelle ils sont rentrés alors depuis très très longtemps, mais qui s'est accélérée depuis le Covid. Voilà, mettez-moi en commentaire votre scénario selon vous le plus probable, atterrissage en douceur de l'économie, faible récession, ou bien crise du crédit un peu catastrophe. Voilà, encore merci beaucoup de m'écouter au travers du podcast ou des vidéos, et moi je vous dis à bientôt pour une autre émission.